Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode sur le film Birdie. Je suis avec Mathéo Reinhardt. Alors Mathéo, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Mathéo Reinhardt, je suis un ami de Clément le présentateur. Et je suis passionné de cinéma depuis un peu plus d'un an maintenant. Et plus tard, voilà, j'aimerais bosser dans ce milieu du cinéma, devenir potentiellement réalisateur ou écrivain, et écrire des films si c'est possible. Voilà. Et donc tu as réalisé le court-métrage Qui suis-je, Voilà. Ouais, exactement. qu'on peut retrouver sur Sur YouTube. YouTube Sur, ou sur le compte Instagram Exactement. de 14h45. Prod, ouais, exactement. Voilà. Donc aujourd'hui Birdie. Birdie, c'est un film sorti en 1984, réalisé par Alan Parker. Le titre avec Nicolas Cage et Matthew Modine, donc Nicolas Cage qui joue Hal et Matthew qui joue Birdie. Exactement. C'est donc l'adaptation d'un roman éponyme écrit par William Watterson en 1978. Et voilà, alors pourquoi as-tu choisi Birdie ? Birdie, c'est un film que j'ai vu, je vais pas dire récemment au cinéma, ça date quand même d'il y a quelques mois, mais c'est un film qui m'a vraiment beaucoup marqué dans sa sensibilité, ce que ça raconte, son histoire, les personnages qui sont très bien écrits, et c'est tout de suite devenu un de mes films préférés. Genre, c'est vraiment un film qui m'a vraiment touché en le regardant, j'ai vraiment été ému, ce qui est plutôt rare quand je vais au cinéma, et je me suis dit que c'était un beau sujet parce qu'il aborde plein de thèmes, et que c'est un très beau film, et je trouvais ça pertinent d'en parler aujourd'hui. Voilà, donc on va peut-être rappeler le synopsis du film. C'est donc Hal et Birdie, donc deux amis qui vivent dans la banlieue de Philadelphie. C'est évidemment des caractères opposés, on peut dire. Très clairement, oui. Voilà. Donc Hal est plutôt dynamique et fonce tête baissée, tandis que Birdie est plutôt timide et réservé. Exactement. Ouais. Voilà. Et donc on dit de Birdie qu'il est un barjot, un attardé, ouais. Très, très marginal, on va dire, pour la société, avec cette passion pour les oiseaux. C'est ça, oui. L'ornithologie, c'est un peu spécial. Alors, qu'en penses-tu du personnage de Birdie ? Birdie, je trouve que c'est un personnage très intéressant, très touchant, parce qu'il faut rappeler, le film se passe à différentes époques. On a d'abord donc leur jeunesse entre Hal et Birdie, puis on a aussi ensuite des passages sur la guerre du Vietnam, et ensuite le post-guerre du Vietnam, où les deux, Hal est blessé de guerre, et Birdie est traumatisé de guerre, et donc on se retrouve dans cet hôpital à rencontrer les deux. Et je trouve que Birdie, c'est un personnage très intéressant. Je dirais pas jusqu'à dire que je m'identifie à lui, mais on a vraiment ce personnage qui est considéré comme bizarre parce qu'il a une passion que tout le monde n'a pas forcément, et enfin une passion qui va même devenir une obsession. Je trouve que c'est un personnage très intéressant, très profond, et qui montre vraiment quelque chose qu'on voit rarement à l'écran, et qui est très beau dans cette finalité, où c'est même cette amitié avec Hal, où justement les deux, comme tu l'as dit, sont clairement opposés. On va dire que Hal serait plus associé à une brute, et dans un cadre ou dans d'autres films, on aurait plutôt un cas d'harcèlement entre les deux, où c'est plutôt la brute, le personnage de Hal, qui viendrait à harceler Birdie parce qu'il est bizarre. Au final, là, les deux se rencontrent et ont une très très belle amitié. Moi, je pense à une phrase notamment dans le film qui m'a beaucoup touché et que je trouve très forte de sens. C'est à un moment, l'employé, l'infirmière qui doit s'occuper de Birdie dit qu'il fait partie de mon travail, en parlant de lui parce qu'il a des problèmes, et Hal, à ce moment-là, répond « et moi, il fait partie de ma vie ». Et je trouve que c'est très touchant, ça montre à quel point leur amitié est forte et qu'elle transgresse toute règle, tout code de la société qu'on pourrait considérer comme normal, quoi. Mais c'est d'ailleurs le cas, Birdie se fait harceler par des petits qui jouent au baseball. Justement, au début du film, Hal est plutôt dans cette position aussi, où il va le voir bizarrement, mais très vite, ce côté-là va s'effacer, et il va même l'aider dans cette quête de trouver des pigeons, des choses comme ça. Même si, bon, il y a toujours ces moments où il lui dit « t'es bizarre », mais on se rend compte qu'à la fin, après la guerre, ça reste toujours une amitié très sincère et très pure entre les deux. Oui, c'est vraiment une amitié, c'est pas... Hal n'est pas là dans le but d'obtenir quelque chose. Non, exactement. Il est vraiment là parce qu'il aime bien, même s'il partage pas forcément cette passion des oiseaux.
je pense à une scène où Birdie tombe sur d'un espèce de chantier en fait sur un tas de sable et à partir de là je pense que c'est vraiment à partir de là que l'obsession pour le vol au sens de voler comme des oiseaux commence à apparaître avec cette tenue de avec cette tenue de plume de pigeon. Est-ce que tu penses que Birdie représente un peu la naïveté parce que dans le sens en fait ça rejoint un peu le mythe d'Icare donc de rêve de l'homme de voler comme un oiseau et donc Icare se brûle les ailes en voulant trop se rapprocher du soleil. C'est en voulant oui effectivement trop se rapprocher du soleil et donc est-ce que c'est un peu Icare, enfin Birdie comme Icare se rapproche trop de son but ou ça devient vraiment une obsession et c'est moins comme Icare? Moi je pense que en fait c'est vraiment une passion qui va beaucoup trop loin. C'est pas, je pense que son but au-delà de s'envoler c'est vraiment c'est pas plutôt de la naïveté mais c'est vraiment un objectif qu'il a peut-être de devenir un oiseau. Enfin on le voit, il s'habille en plume de pigeon, il aurait peut-être une relation assez étrange, presque amoureuse avec ces oiseaux et c'est vraiment, je pense que c'est peut-être un humain qui est né dans le mauvais corps et qui a un mal-être parce qu'il préférait être un oiseau, s'envoler, parce qu'on voit il a quand même des parents qui sont assez durs, qui comprennent pas trop ce qu'il fait, et ça peut représenter une sorte de désir de s'évader, de liberté par le fait de s'envoler avec les oiseaux. On voit à un moment la scène où il prend dans son rêve le corps d'un oiseau et on le voit voler à travers la rue. Je pense vraiment ce désir d'être un oiseau au sens propre et de s'envoler vers d'autres horizons et s'extirper de ce quotidien qui le met certainement mal à l'aise parce que, comme dit, il n'est pas comme tous les autres de son âge. On le voit à un moment, il est avec une fille pendant que Hal est en rencard et il met la fille mal à l'aise à cause de ces histoires d'oiseaux et donc il lui dit, Hal lui dit t'as qu'à être normal comme tout le monde, enfin des choses comme ça et c'est quelqu'un qui se sent bizarre, pas dans les normes de la société et l'oiseau vient représenter ses désirs de partir, d'être différent et trouver peut-être des gens qui sont comme lui. Ouais, oui. Je comprends totalement. D'ailleurs, pour rebondir sur le personnage de Birdie, donc on l'a dit, c'est la guerre du Vietnam. L'action se passe dans les années 50 dans leur jeunesse pendant qu'ils sont au lycée. Avant la guerre. Ouais. Ça aurait pu devenir une comédie comme un coming of age, donc du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Mais non, le film prend une autre tournure, il prend une tournure plus sur Birdie et la guerre. Ouais. Alors moi j'ai rapproché ça en fait des films comme Forrest Gump, donc pour le côté évidemment pas attardé, je sais pas comment le dire, mais simplé. Oui, je pense qu'il y a peut-être une notion de trouble autistique, quelque chose comme ça, voilà. Dans le sens qu'on pourrait considérer différent, bizarre, sans vouloir être impoli. Ou péjoratif, oui. Oui, exactement. Oui. Mais aussi, dans Forrest Gump, il est mention de la guerre du Vietnam. Et donc, en fait, pour ce côté aussi psychiatrique, j'ai pensé à Vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui. Ou encore Rain Man, mais c'est toujours les mêmes. Je trouve que Vol au-dessus d'un nid de coucou se rapproche quand même vachement de Birdie. Ce que j'ai pas vu Rain Man, donc je pourrais pas dire, mais ce que je trouve qu'on pourrait rapprocher entre les deux dans Vol au-dessus d'un nid de coucou et Birdie, c'est cette dimension aussi du problème de l'hôpital psychiatrique. On voit que c'est pas des environnements sains, que ce soit pour les patients, enfin tout le monde. Dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, on a ce truc assez oppressant où le personnage interprété par Jack Nicholson n'a pas de problèmes mentaux, on va dire, et pourtant il est interné. Et justement, ça va à la limite lui créer des problèmes mentaux d'être dans cet environnement. On voit par exemple avec la lobotomie, les choses comme ça qu'on essaie de lui faire, quelque chose de tyrannique, d'oppressant. Et on a cette même chose dans Birdie où, à part l'infirmière, tout le monde est contre Birdie, il le trouve très étrange. Même Hal, qui à la base vient juste voir son ami, on essaye de déceler en lui des troubles psychiatriques et jusqu'à essayer de l'interner lui-même et de trouver un problème dans cette relation qu'ils ont entre eux. C'est vraiment quelque chose d'étouffant et de très grave en fait de ce qui se passe entre les deux. C'est un environnement très clairement toxique dans ces deux films représentés dans les hôpitaux psychiatriques. Ouais, mais ça me fait penser à j'ai entendu une expérience comme
des gens étaient fait interner exprès, et ils devaient prouver en fait qu'ils n'étaient pas fous, qu'ils n'avaient pas de maladie mentale. Et ils n'y sont pas arrivés. Pour certains, ils sont restés plusieurs années dans des hôpitaux psychiatriques alors qu'ils étaient tout à fait sains d'esprit. Euh, donc ça, en fait, ça parle aussi de ça. Ça parle de la guerre ça critique la guerre du Vietnam. Évidemment. Ça sort dans les années 80, donc c'est 15 ans après, mais 20 ans après même. Mais ça critique aussi beaucoup ces environnements d'hôpitaux. Ouais, et bah, les traumatismes de guerre qui sont apparus au cours de la guerre qui les a tous les deux traumatisés, Hal physiquement et Birdie mentalement, vu qu'il est emprisonné dans son propre corps comme si c'était un oiseau dans une cage. Mais on le voit très bien avec la scène d'ouverture du film où on a ce plan sur les grilles de la fenêtre, comme on pourrait comparer ça aux oiseaux en cage qui voient juste ces barreaux qui les empêchent d'aller vers l'extérieur, vers la liberté. Oui, oui. D'ailleurs, à la fin, on pense que Hal est fou allié comme Birdie, et on veut aussi l'interner, alors que bon, Birdie parle. Il y a un peu ce truc dont on ne sait pas si Birdie parle vraiment ou si c'est l'imagination de Hal. Je trouve ça assez intéressant. La fin est ouverte, on va dire. La fin que je trouve qui est vraiment très ouverte. drôle. On peut peut-être dire. Oui. Oui. Donc c'est aller. Donc il y a le sergent de l'hôpital envoie des médecins pour enfermer Hal, et Hal et Birdie s'échappent, et Birdie a toujours ce rêve de voler, et je te laisse continuer. Et bah, en fait on le voit, ils partent sur le toit, et en fait on voit Birdie qui part du bord tandis que Hal essaye de fermer la porte pour empêcher les autres agents de sécurité de venir les attraper sur le toit, et on voit juste Birdie sauter, faire un gros saut comme s'il avait des ailes, et donc à ce moment là on a l'impression que c'est un suicide, enfin voilà, il va tomber jusqu'à ce qu'au moment où Hal crie, va vers le bord du toit, et en fait il était juste retombé un peu plus bas, et il le regarde qu'est-ce qui se passe. Et ouais, pour moi c'est une fin que je trouve très émouvante, très drôle, parce que on a un film qui est quand même très dur, on va pas se mentir, avec ces deux personnages on voit vraiment cette souffrance, et une fin beaucoup plus légère, plutôt ouverte, mais je trouve qu'elle correspond bien au film, et on a un peu ce retour de cette amitié entre les deux qu'on voyait au début, qui était plus légère, voilà, à faire des petites blagues de temps en temps, un peu se marrer, et ça revient maintenant que Birdie va mieux, enfin c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on voit, ouais. Et on a ce retour de la légèreté entre les deux qui vient très bien conclure l'histoire, je trouve. Oui, parce qu'en fait le fait que Birdie veuille sauter, ça appuie en fait sa folie, ou sa pseudo-folie. Bah sur le coup oui, on se dit enfin ça y est, en fait il va pas du tout mieux, il a toujours ce délire de s'envoler. Au final il est juste tombé un peu plus bas sur le toit, et je pense que voilà, c'est une fin qui est très bonne d'après moi. Moi je suis cool. Très d'accord aussi. Ouais. Ça me rappelle évidemment la fin de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Les deux s'enfuient. Les deux s'enfuient, et en fait. Non, enfin, il y en a qu'un seul qui s'enfuit. Il n'y en a qu'un seul qui s'enfuit dans le Vol au-dessus d'un nid de coucou, ouais, c'est le. Je sais plus comment il s'appelle. Le grand chef. Le grand chef, ouais, l'Indien. Mais ouais. Et voilà, donc évidemment on vous recommande le film. On va passer aux anecdotes. Alors j'ai cherché des anecdotes croustillantes, comme on dirait. Donc Birdie est réalisé par Alan Parker. Alan Parker, on en reparlera tout à l'heure. Mais Birdie, c'est la Palme d'Or au Festival de Cannes 85. Donc qui était en compétition face à plusieurs autres films de grands réalisateurs comme Adje Bonaparte de Youssef Chahine, Détective de Jean-Luc Godard. C'est un film mineur mais tout de même. Un film de Bogdanov, Masque, qui est devenu en fait un peu culte dans les années qui suivent. Mishima de Paul Schrader, ou alors un film de Nino Ricci qui s'appelle Le Fou de guerre. Donc je trouve que la palme est amplement méritée. Moi je trouve aussi, j'ai pas vu les autres films, mais en tout cas c'est un film qui mérite une palme d'or pour moi, c'est vraiment un très très bon film. Après peut-être que les autres films en compétition étaient très bien. C'est effectivement des films américains en compétition à Cannes. Souvent ce sont pas les préférés de la croisette, mais... je pense que cette approche-là, assez sensible, assez différente aussi certainement pour son époque, parce qu'on a quand même des scènes très contemplatives, très, très étranges, on pourrait dire, quand on voit un peu c'est pas de la folie, mais
Birdie par exemple nu dans sa cage la nuit après le bal, des choses comme ça, c'est des scènes qui sont très fortes et très différentes dans cette approche sensible, et je pense que c'est sans doute ça qui a dû marquer le public, bien que ce soit du cinéma américain. Donc comme je disais, Alan Parker a aussi reçu 4 Oscars. Alan Parker qui a réalisé plusieurs films, on va peut-être en parler maintenant. Ouais, on peut. Il a réalisé Mississippi Burning, Midnight Express, ou Fame, ou encore le film de Pink Floyd, The Wall, oui. qui est très onirique, très bien. On va peut-être s'arrêter sur Mississippi Burning. On peut. Donc on rappelle l'histoire, c'est deux agents du FBI. Exactement. Qui enquêtent sur des disparitions dans une ville raciste. La disparition de 3 jeunes militants antiracistes dans une ville du Mississippi. Voilà. Donc ils sont confrontés à la fois à la police locale qui elle est clairement raciste parce que comme dit ça se passe au sud des États-Unis, donc il y a encore une région très raciste à cette époque, bien qu'il y ait eu l'abolition des lois raciales, mais donc on ressent vraiment cette ambiance avec les gens du nord qui viennent vers le sud pour arrêter, on va dire, ce racisme local encore très présent. On voit par exemple notamment clairement le sujet central du film qui est le Ku Klux Klan, qui est encore très présent malheureusement et qui fait de grands dégâts dans la société afro-américaine à cette époque. Et c'est un film post-ségrégation, il me semble. Oui, je pense. Donc voilà. Et c'est évidemment un très bon film. Pareil, oui. Et je pense que Alan Parker, parce que dans les autres films, ce sont aussi des marginales. Je pense par exemple à... Bon, The Wall, on peut pas trop en parler parce que c'est très onirique. Mais par exemple dans Midnight Express, c'est aussi un marginal. Donc je pense qu'il aime bien en fait filmer des marginaux parce que, bon, dans Mississippi Burning, ce sont deux nordistes, enfin deux personnes du nord qui viennent dans le sud. Donc elles sont quand même minoritaires. Mais donc Alan Parker a reçu l'Oscar pour le meilleur scénario et la meilleure musique pour Midnight Express, et celui de la meilleure chanson pour Fame et la meilleure musique. Un autre acteur qui a été coupé au montage, c'est Danny Glover qu'on retrouve dans L'Arme Fatale, qui a un tout petit rôle. Et d'ailleurs Nicolas Cage qui est le neveu de Francis Ford Coppola. Nicolas Cage qui démarre ici sa carrière. C'est pas son premier film, mais c'est son premier rôle dramatique. Nicolas Cage qui d'ailleurs, je crois, de son vrai nom s'appelle aussi Coppola. Mais il a changé pour éviter... il voulait pas être relié associé, à ça. Donc il commence ici avec son premier rôle dramatique. Il a fait l'Actor Studio, qui est une grande école d'acting aux États-Unis. Et il fera par la suite plusieurs films, soit bons, soit mauvais. Il y a une grosse tournure dans sa carrière quand même, mais il démarre très bien sa carrière quand même. Moi je pense à des films comme Wild at Heart de David Lynch qui est très très bien, ou dans lequel il joue aussi un personnage. On connaît Nicolas Cage pour sa violence à l'écran. Dans Wild at Heart, il a vraiment un personnage assez violent qui s'énerve très vite. Mais je trouve là dans Birdie, on a vraiment une toute autre facette de lui, où là il a ce côté beaucoup plus naïf, plus peut-être on pourrait dire un petit peu con au début du film, mais avec une grande sensibilité à la fin, même si on retrouve quand même cette violence à plusieurs moments, surtout avec les employés de l'hôpital, où vraiment il cherche à retrouver son ami, à pouvoir s'occuper de lui, mais avec cette grande sensibilité, surtout à la fin quand il prend Birdie dans ses mains et lui dit qu'il restera avec lui tant que ça ira mieux, enfin tant que ça ira pas mieux, et que maintenant ils sont ensemble, quoi. Leur amitié elle dure pour la vie. Oui. Cage qui joue aussi dans Lord of War. Oui. Qui j'ai pas vu moi, mais je sais que tu as vu. Moi, ouais. C'est une affaire, c'est aussi une autre facette de lui, je dirais. On n'a pas vraiment cette violence à l'écran, mais là on a plus affaire à un homme presque politique, parce que donc c'est l'histoire d'un vendeur d'armes qui va donc après la guerre froide, il a des origines ukrainiennes, je crois, et donc il va servir il va réussir avec ses contacts à mettre la main sur des stocks d'armes, de tanks ukrainiens, qui proviennent de l'URSS, et il va ensuite réussir à les distribuer autour du monde. Et ça montre en fait cette facette des vendeurs d'armes qui sont des personnes intouchables, parce qu'elles sont trop importantes pour les pays, que ce soit les petits pays comme les grands, et c'est un peu l'économie du monde sans l'avoir. Et voilà. Et donc je crois aussi d'ailleurs qu'il y a un 2 qui a été annoncé, qui devrait sortir dans les prochaines années.
Ouais, c'est possible, oui. Mais c'est un bon film qui a encore une grande performance en termes d'acting De Cage. pour Ah Cage. ouais. Ouais. Oui, parce qu'on connaît en fait. Enfin, moi personnellement, je le connais pour Volte-Face par exemple, Oui. pas pour Birdie, mais pour d'autres films. Et je sais qu'il a eu des problèmes de dette en fait, et c'est pour ça qu'il a accepté des rôles beaucoup moins bien, ou Oui, en oui, tout oui. cas, voilà. Des Ouais. films d'action, des choses comme ça, C'est plutôt ça, oui. moyen. Mais on retrouve quand même dans sa carrière actuelle, je sais qu'il a tourné dans Long Legs. Mhm. Il y avait aussi un film justement sur une sorte d'introspection sur sa propre carrière où il joue le personnage d'un acteur raté. J'ai plus le nom du film. Ah, Dream Scenario? C'est possible que ce soit ça. Je crois pas. Ah ouais. Ou Tonnerre sous les tropiques, quelque chose comme ça en tout cas. Je peux chercher si jamais si je vais faire une pause dans le montage. Ouais, on peut chercher maintenant. Attends, mais je cherche. Je sais qu'il joue un rôle comme ça où il joue justement un acteur raté, mais c'est un film assez récent. Euh, Un talent en or massif. C'est possible. Je l'ai pas vu, c'est juste cette image. Je crois que c'est ça, ouais. Oui. Je l'ai vu au ciné, mais c'était pas très bien. Ah Voilà. Et Non, mais récemment, la série Spider Noir aussi, que j'ai pas encore sorti vu. cette année. Ouais, mais voilà. apparemment, de ce que j'ai vu sur les critiques, en termes d'acting, et même la série en général, est plutôt sympathique. C'est pas non plus exceptionnel, mais je crois que Ça se regarde bien. Ouais. Je peux parler aussi de Mathieu Modine, qui a joué dans Full Metal Jacket. Ouais. Et Full Metal Jacket, ça a un lien évidemment avec le Vietnam et avec Birdie, mais c'est aussi un lien avec la folie. Oui. Voilà, c'est assez drôle en fait, de voir l'acteur jouer les... Il joue très bien dans les deux, hein, en plus. Ouais. Et puis deux rôles principaux sur ce sujet, ça doit pas être facile, mais on voit encore une fois deux facettes de lui. Même s'il a toujours ce personnage un peu peureux, je dirais. Enfin, assez naïf, mais dans Birdie, on a vraiment une approche que je trouve sa performance est fabuleuse dans Birdie. Ce qu'il arrive à faire ressentir chez son personnage, à la fois quand il joue en étant encore conscient, et à la fin, quand il est handicapé, littéralement, c'est vraiment très très fort ces scènes-là, où il regarde la fenêtre de nuit, elles sont juste magnifiques. Oui. Puis la scène, il est nu dans la cage chez lui après le bal. Oui. Et il est nu aussi sur son lit, qui est une très belle scène en fait. Oui. Scène, parce que la lumière passe en fait par une fenêtre du haut dans sa chambre d'hôpital psychiatrique. Et on le voit nu comme un oiseau en fait qui regarde la fenêtre dans une cage. Ouais, mais c'est d'ailleurs l'affiche du film. Oui. Je l'ai dans ma chambre, j'ai acheté l'affiche. C'est un grand fan. Voilà, l'affiche de cinéma, je l'ai affichée dans ma chambre parce que je trouve cette affiche magnifique. La scène aussi, enfin, avec ce contraste avec le bleu de la nuit, juste sur son corps et tout le reste de la pièce qui est très sombre. Je trouve ça tout simplement magnifique. Et elle représente bien le film puisque ça reste quand même les scènes fortes qui sont là, mais on a vraiment ce rapport avec la nuit, la lumière et l'emprisonnement qui sont présents tout au long du film, qui sont représentés en une seule scène ici. Oui, c'est très très beau. On peut s'arrêter sur la bande originale composée par Peter Gabriel. Je sais pas si tu connais le groupe Genesis, c'est un groupe... De nom. Ouais, Peter Gabriel c'est le fondateur, et je trouve en fait que la BO correspond parfaitement aux scènes du film. Je trouve qu'elle est très belle, c'est très bien choisi. Oui. Et donc voilà, bon, il fera plusieurs BO, Peter Gabriel, par exemple pour Tuerney, Gremlins ou Gang of New York. Ok. Et voilà, c'est je pense un compositeur qu'on connaît peut-être pas assez, parce qu'on connaît John Williams, on connaît Bernard Einstein, je sais plus, le compositeur pour Hitchcock. Ah, je l'ai pas non plus. Ouais, et voilà, ça m'a semblé mais pas mal. Oui, j'avais vu aussi des retours qui disaient que c'était vraiment une très grande performance en termes de musique pour un film par Gabriel, c'est ça? Peter Gabriel, ouais. Peter Gabriel. Ouais. Donc voilà, on va peut-être passer maintenant au jeu. Oh. Je ferai un petit jeu. J'ai fouillé dans ton letterbox. Oh là là. Et je vais te lire les reviews que tu as faites. Et il va falloir que tu devines le film. J'espère que t'as pas pris des reviews trop gênants. Non, ça va. J'ai trié. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais te la lire. Si les maisons étaient pas en bois, ça brûlerait moins en même temps. Ah, c'est Mississippi Burning. C'est Mississippi Burning, c'est ça. C'est un petit indice. Bro a quand même inventé le capitalisme pour sauver sa chef E. FE à la fin. Ah, c'est pas Junk World.
Si, c'est ça. Qu'on avait vu au festival de Gérardmer. À Gérardmer, on y effectivement. Était, C'était la scène où il retourne enfin, il va dans le passé pour créer une société juste pour aller sauver sa chef dans le présent. C'était, ouais, bon, on n'a pas aimé. Hein. Il y avait du pour, il y avait du contre. Ouais. Mais globalement, c'était. Mais je crois que Junkhead, qui est le premier volume du réalisateur, de l'univers, est bien mieux de ce que j'ai vu. Mais, oui, il y a du positif dans le bestiaire, par exemple, ou certaines idées de l'histoire, mais globalement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de défauts. Ça tire en longueur, c'est peut-être un humour qui est pas assez européen. Oui, c'est très japonais. Ouais, c'est ça. C'est un humour qu'on n'a pas spécialement l'habitude en tant que français, en tant qu'européen, et ça se sent quand on regarde le film. Bon, ça l'avait facile. Je peux mourir en paix, je l'ai vu au cinéma. Little Miss Sunshine, voilà. qui est un de mes films préférés, et que j'ai vu récemment au Cosmos au cinéma. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que voir une séance au cinéma, c'est totalement différent. Parce que Little Miss Sunshine, c'est un film que je trouve très fort par le sujet qu'il aborde. Je sais pas si je peux détailler un peu plus. Oui, tu peux. En fait, je suis atteint de daltonisme, et c'est la première fois dans un film que je voyais un personnage qui était représenté avec ce trouble de la vision, du daltonisme, donc le personnage joué par Paul Dano. Et donc c'est un film qui m'a tout de suite marqué, qui est devenu l'un de mes préférés, parce que tout un tas de choses, l'ambiance générale. Et il passait au cinéma, donc je suis allé le voir, et c'était encore mieux, un revisionnage, déjà parce que je ne l'avais pas encore revu, et en plus au cinéma c'était une très 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 belle expérience. Oui, ça change complètement la vision du film au cinéma. Oui. Ouais. D'ailleurs Birdie que j'avais vu au cinéma aussi, et je pense aussi que ça doit jouer parce que vraiment c'est cette ambiance, la musique et tout. Oui. Et bon, c'était une séance où il n'y avait pas grand monde, donc t'avais pas cette énergie forcément, mais quand même c'est toujours différent de voir un film. Puis Little Miss Sunshine, c'est un film feel good. Exactement. Donc t'entendais les gens rigoler, voilà, blagues. C'est toujours bien d'être avec des gens que. Exactement. Ouais. Alors bon, c'est pas vraiment une corde au cou, mais plutôt un fil de fer, mais bref. C'est la corde au cou. C'est la corde au cou, parce que j'ai vu en anglais et j'ai pas pensé. Et ouais, mais c'est le dernier film de Gus Van Sant qui était très sympa. Je sais pas si tu l'as vu toi. Je l'ai pas vu. Ok. J'ai pas vu parce que j'ai vu des reviews et j'ai pas forcément envie de voir ça maintenant. Mais Gus Van Sant, j'aime beaucoup Elephant. Ouais, Elephant aussi. Elephant, c'est j'ai vu qui est très bien. Et il y en a un autre, il y a Will Hunting aussi. Oui, Will Hunting évidemment, qui est très très bon. Ouais. Voilà. Donc, que j'ai vu d'ailleurs en vrai. Que t'as vu. C'est vrai que tu l'as vu en vrai à Reims. Au Reims, j'ai vu sa masterclass qui était très très bien, très enrichissant. Et ça m'a donné envie de regarder ses films. Faut que je les trouve. Je sais que il y avait My Own Private Idaho. Ouais. Ou Drugstore Cowboy aussi, qui ont des films qui ont l'air très très intéressants aussi par les sujets qu'ils abordent. Ouais, parce que dans Drugstore Cowboy, j'avais très envie de le voir, puisqu'il y a l'auteur Williamsburg, qui est un auteur qui a écrit Junkies, Le Festin Nu, qui est aussi un film adapté par Cronenberg. Et c'est vraiment un homme extraordinaire. Enfin, il est mort, mais c'est vraiment tout à fait ma cam. Ok, faut le regarder. J'ai pas encore. Voilà, on a terminé pour le petit jeu. Ça va, ouais. J'ai tout trouvé. Ça va, franchement, tu connais bien, c'est des bonnes reviews, vous pouvez le suivre. Mathéo Tisteux sur Letterboxd, je mettrai en description. Merci beaucoup. De votre aussi. On va passer à la reco culturelle. Qu'est-ce que tu as vu dernièrement au cinéma ? Oh, attends, est-ce que je peux sortir mon Letterboxd ? Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai vu ? Parce que j'ai vu pas mal de films récemment. C'est bon, je sais déjà. Ça doit être un film récent ou ça peut être un... Non. Récemment, je suis allé voir Anabi. Anabi, Takeshi Kitano. Kitano, oui. Énorme film, c'était juste magnifique en fait. La musique par Joe Hisaishi, donc, qui est principalement connu pour avoir fait les musiques des Ghibli, que ce soit Princesse Mononoke ou quasiment tous, je crois. Quasiment tous les Ghibli, je crois. Tous ceux qui sont par Hayao Miyazaki, c'est lui qui les a composés. Ouais. Mais là, on le voit dans un tout autre univers avec Kitano, qui est un univers plus violent parce que c'est la mafia, mais en même temps c'est une violence assez douce que j'ai trouvé magnifique. Donc je sais pas si tu veux faire le synopsis, tu l'as vu ? Je l'ai pas vu, Anabi. Okay. Anabi, donc ça raconte l'histoire d'un chef de police qui a sa femme hospitalisée, et en fait quand il va voir sa femme, parce que
je sais pas dire, ceux qui sont en dessous de lui, lui demandent d'aller voir sa femme parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas allé la voir. Et en fait, pendant qu'il y va, il y a une attaque de Yakuza. Et un vient mourir et un autre vient être blessé. Et donc on a en fait un peu une sorte de rédemption du chef qui s'en veut d'être allé voir sa femme à l'hôpital. Et donc il va quitter la police et essayer de changer le monde, que ce soit pour sa femme qui va mourir par sa maladie, mais aussi pour ceux qu'il a pu blesser, la famille de celui qui est mort, ou même celui qui est devenu handicapé à cause de l'attaque. Et c'est très très beau, en fait on a ce mélange entre peinture, parce que c'est un thème très présent dans le film, et voilà, c'est juste un film magnifique, une violence très douce qui est présentée, voilà, on n'a pas... Et une mise en scène incroyable chez Kitano, ça m'a juste donné envie de voir tout son cinéma. C'était juste exceptionnel à voir au cinéma en plus. Ouais, bah oui. Moi j'ai vu Senate 6 de Kitano. Okay. Je crois que c'est le seul que j'ai vu, mais c'était exceptionnel. Ça a l'air génial aussi. Je crois que tous ces films ont l'air génial. C'est l'histoire d'un couple qui sont sourds et muets. Et donc l'homme veut faire du surf et il trouve une planche et c'est toute une histoire en fait. C'est très feel good, c'est très, très beau, c'est très poétique. Et en fait tout le film il veut faire du surf et c'est génial. C'est génial en plus parce que Kitano elle est connu pour ses films de mafieux. Je pense à Sonatine notamment, que j'ai pas vu, mais ou Anaki mon frère. Oui, voilà. Ou même il a interprété des rôles assez violents parce que il est aussi acteur, hein, il joue dans tous ses films, je crois. Kitano il a aussi interprété dans Battle Royale un des personnages. Et là bah, c'est un film sans violence du tout, donc c'est aussi un autre aspect de... Senate de si, il n'y a pas de violence, je crois qu'il n'y a pas de violence dans ce mode, j'ai pas vu encore. Donc, non, Senate de Sonatine. Sonatine, ok, Senati, oui. Il n'y a pas de violence, voilà. Non, pas du tout, c'est vraiment... très pur, très poétique. Oui. Mais ça contraste beaucoup parce que Takeshi Kitano a commencé comme humoriste au Japon. Oui. Et donc entre la comédie et les films de mafieux ou les films comme Asenatsi, c'est vraiment tout un pan en fait, on voit tout un pan de ce qu'il peut faire. C'est vraiment une valeur sûre, je trouve. Mais oui, puis c'est un acteur incroyable, un écrivain incroyable, un metteur en scène incroyable. Il sait tout faire, c'est un couteau suisse. C'est génial et c'est un immense réalisateur. Oui. Est-ce que toi, tu as une reco à nous faire? Oh bah je l'ai fait à la fin. Ah ok, ça marche. Question. Ça c'est dur. Ton film préféré? Aïe aïe aïe. Bah j'en ai déjà cité... Si on prend mon top 4 Letterboxd, j'en ai déjà cité 3. Anabi, Little Miss Sunshine et Birdie. Je parle le dernier alors. Dernier. Il y aura plein de trucs à regarder pour ceux qui bah, je sais pas si c'est mon film préféré parce que entre ces 4 là, je saurais pas faire de différence. C'est vraiment les 4 films qui m'ont grandement marqué. Mais je pense à Escape from the 21st Century. Ah, c'est un film récent. C'est un film très récent qui était passé au FEFS il y a 1 an ou 2. J'ai plus le nom du réalisateur, je vais chercher vite fait. Oui, c'est un film. C'est un film chinois. Chinois, oui. Qui est fait par. Je couperai, t'en fais pas. Qui est fait par Li Yang. Donc je pense que c'est un de ses premiers films. Ouais, voilà, c'est son premier film majeur. Et c'est à couper le souffle en fait. Tout simplement, c'est un film chinois qui a beaucoup d'humour. Vraiment c'est totalement loufoque, ça part dans tous les sens, ça explose. Le film est plutôt court, c'est 1h40 je crois, mais on en sort épuisé parce qu'il se passe tellement de choses à l'écran. Il y a toujours des dizaines d'idées de mise en scène. À un moment il y a des passages où on passe à l'animation, puis ensuite voilà, et puis on a l'histoire parle concrètement de 3 ados à la fin des années 90 et ils vont tomber dans une sorte de mélange chimique un peu par hasard, et en fait quand ils éternuent, il me semble que c'est ça, quand ils éternuent, ils voyagent 20 ans plus tard, en 2010, dans une société un peu post-apocalyptique, enfin non, pas du tout, mais beaucoup plus moderne, en tout cas de celles qu'ils connaissent, et donc ils doivent s'adapter à cela, sachant qu'en plus chacun ont évolué de manière différente, et donc ils doivent essayer de se retrouver et de réussir à s'échapper, voilà, Escape from the 21st Century, s'échapper, voilà, revenir dans leur époque. Enfin, ils peuvent en fait à chaque fois qu'ils éternuent, ils retournent dans leur époque, mais il se passe des choses dans le futur, et donc ils vont un peu se servir du passé, de ce voyage entre les deux pour atteindre leur fin, que ce soit dans le présent comme dans le futur. Et c'est un très beau film, émouvant, beau visuellement, très très drôle,
et que je trouve tout simplement incroyable. Et en plus qui est très récent, et je pense que il est un peu passé sous les radars. J'en ai pas forcément entendu beaucoup parler sur la grande scène, on va dire, Mhm. mais je trouve que c'est vraiment un film exceptionnel qui mérite beaucoup plus de visionnage et de popularité. Mais je pense que c'est du fait parce que c'est un film chinois. Ouais. C'est surtout dû à ça, à mon avis, la Mhm. distribution en France. La Chine est un énorme pays. Oui. Et donc, en fait, les films chinois, je sais qu'il y a un dessin animé chinois Neisa, je crois. Neisa, ouais, qui avait fait 1 milliard, je crois, d'entrées. Peut-être même plus. Ouais, oui, oui. C'est vraiment énorme. Et en France, Bah, ils ne sont pas diffusés. ils ont pas diffusé ça. C'est tellement dommage. Très occasionnellement, peut-être, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est vraiment sorti sous les radars. Mm. Est-ce que tu rapprocherais donc Escape from the 20th Century Mhm. à Everything Everywhere All at Once? Alors j'ai pas vu Everything Everywhere All at Once, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le comparent. Je sais que bah, par exemple j'ai mon ami Noah avec qui on est allé le voir au cinéma et qui avait aussi vu ce film, et il avait dit que c'était semblable, mais que c'était mieux dans Escape. Mais oui, je crois qu'il y a aussi cette dimension de voyage temporel comme ça, et entre des mondes parallèles. et c'est ça. j'ai pas vu encore, mais je sais oui que j'ai vu plusieurs reviews qui comparaient les deux en disant que c'était assez similaire, mais tout en restant très différent, parce que comme dit, on a vraiment beaucoup d'idées dans celui-là. En tout cas, je ne vais pas parler pour Everything Everywhere All at Once, je l'ai pas vu, mais en tout cas pour Escape from the 20th Century, c'est une c'est reco. très grosse reco. Je pense que si vous aimez l'humour un peu décalé, ça tombe pas du tout dans l'obscène, c'est vraiment genre juste très loufoque, hein. On a un moment une moto qui fait une levée, elle tombe sur le gars, enfin genre il fait une roue avant, il fonce sur un mec, enfin c'est vraiment des choses comme ça un peu qui part un peu dans tous les sens, mais tout en restant sur une base très solide, et un vrai message derrière, une ambiance très nostalgique, très pure à la fin. Bah, moi je pense à la, à la revue de Régel Gorilla sur Letterboxd, qui était très vrai. Il disait au début on pleure de rire et à la fin on pleure tout court, et il a totalement raison, parce que l'évolution des personnages, de l'histoire, elle devient tellement sincère, tellement émouvante, qu'à la fin t'as juste envie de pleurer quand ça se termine, tellement c'était bien. Ouais. Bah écoute, j'ai pas encore vu, mais Bah, ça ne saurait tarder. Ça ne saurait très tarder. grosse record en tout cas. Ouais. Ton premier souvenir lié au cinéma, si tu t'en souviens. Alors j'ai deux souvenirs, Ouais, si je peux. je t'en prie. On en a un quand j'étais plus petit, et comme dit, ça fait 1 an que je m'intéresse vraiment au cinéma, donc on pourrait dire que c'est aussi un premier souvenir de cinéma moderne. Premier souvenir de cinéma, je dirais que c'était quand je suis allé voir Vaiana, Ok. le Disney, en fait, parce que ma mère nous fait chaque année un calendrier de l'Avent personnalisé. En fait, elle a une sorte de chaussette, elle les met avec ma soeur, et on prenait quand on était plus petit chaque jour le chocolat qu'elle nous mettait dedans. Et en fait, je me souviens d'un jour, c'était pendant les vacances d'hiver, et on a ouvert, et en fait, c'était 2 places de cinéma, enfin des places de cinéma pour aller voir Vaiana à l'UGC. Et enfin voilà, on s'y attendait pas du tout, donc c'est un très beau souvenir. En plus, Vaiana, c'est vraiment un Disney que j'aime beaucoup, et j'ai un très très bon souvenir encore de ce film et de cette séance, c'était très chouette. Et actuellement, enfin plus récemment, quand je me suis vraiment mis, parce que j'ai pas grandi dans une famille spécialement où on a grandi avec le visionnage de films, aller au cinéma, enfin j'allais voir les Avengers avec mon père, quoi, mais ça s'arrêtait là, tu vois. Et donc récemment, c'est mon ami Timéo qui m'a mis au cinéma il y a 1 an, parce que voilà, enfin c'est important. Et en fait, on est allé voir Vidéodrome de Cronenberg, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu. Mais alors, c'était une amie qui avait proposé qu'on aille au cinéma, donc on avait vu ce qu'il y avait au Cosmos, et il y avait ça, et on savait pas du tout à quoi s'attendre. Ah bah là, vous êtes bien tombé. Hein. Voilà, et moi je connaissais pas du tout le cinéma Cronenberg. Maintenant, oui. Bah, maintenant tu mais, et donc on y va comme ça. Il y avait Timo, il y avait une autre amie. D'ailleurs, l'amie qui avait proposé n'est pas venue au final. Ah en bah, plus, c'est une bonne ambiance. On en était tout cas, 3, et on savait. Timo, je pense, savait déjà un peu plus à quoi s'attendre. Il connaissait Cronenberg, mais nous pas du tout. Et on voit ce film extrêmement violent, très très brutal, mais que j'aimerais bien revoir maintenant, parce que j'ai un regard différent sur le cinéma. Et je pense que c'est un film très intéressant, il y avait beaucoup d'idées, et puis même ce rapport à la violence, à la pornographie, des choses comme ça qui sont présentées dans le film. J'avais pas encore l'œil à ce moment-là, étant donné que je regardais pas forcément de cinéma. Maintenant, bah, j'ai vu que beaucoup plus de films. Je m'intéresse au cinéma maintenant, dans la mise en scène, les thèmes abordés. Et je pense que c'était un grand film qu'il faut revoir avec des yeux plus éclairés, on va dire. Oui.
Mais je trouve que c'est vraiment ça, le but du cinéma, le but premier du cinéma, c'est en fait tu peux voir un film quand tu es petit et tu le revois 10 ans plus tard et ça a changé. Alors et pas Vidéodrome, hein, je le conseille pas petit. Bon, pas petit. On mais, s'entend. Mais on évolue tous au cours de notre vie. Et puis à chaque fois t'as un autre œil et puis à chaque fois c'est d'autres trucs que tu comprends dans le film, c'est vraiment super, enfin c'est vraiment... Bah, je pense par exemple à Little Miss Sunshine, je pense que c'est un film qu'on pourrait voir plutôt enfant parce qu'il se passe pas non plus des choses exceptionnellement dures. Ouais, t'es un peu confronté à la mort quand même. Oui, mais je pense que c'est quand même assez bienveillant dans la façon dont c'est abordé. Après, je le recommande pas à un enfant de 5 ans non plus, mais je veux dire... Oui, la mort est pas montrée frontalement. Hein. Voilà, exactement. C'est quand même un film qui a beaucoup de douceur, donc je pense que ça peut être pertinent de le regarder relativement jeune, je pense voilà une dizaine d'années, et de le voir encore à notre époque, parce qu'en en fait on a plusieurs âges de personnes dans l'histoire, et je pense que plus tard, avec un regard d'adulte, bah par exemple je suis allé voir Boyhood, et je pense que c'est aussi un film qui est pertinent à regarder à plusieurs étapes de sa vie. C'est d'ailleurs, il est réalisé sur plusieurs années. Oui, exactement. Donc effectivement, oui. Parce que peut-être que là, tu vois, j'ai une vision qui est plus adaptée au personnage principal que tu vois grandir, mais l'histoire se termine à peu près notre âge, 18 ans. Mais je pense que regarder plus tard, comme je serai père, je sais pas ce que le futur nous dira, mais d'avoir une autre vision d'un personnage et sur les thèmes abordés dans le film, je pense que ça peut être très, très pertinent. Et c'est comme ça pour plein de films, différentes époques et différents messages que tu peux interpréter en tant que personne qui regarde le film. Oui, bah, je suis totalement d'accord, évidemment, c'est finalement très vrai. Un livre à recommander peut-être, une BD Alors, moi, un de mes livres préférés, c'est La planète des singes de Pierre Boulle, donc, qui a inspiré ensuite les films, que ce soit les films des années 60, comme ceux plus récents avec les remakes de 2011. Et c'est un film en fait qui est tellement en avance sur son temps, que ce soit en termes de recherche scientifique, de voyages spatiaux et tout, parce que c'est des choses à cette époque, je sais plus, je crois que le livre est sorti dans les années 50, mais peut-être 50, avant. Ouais. Et il a vraiment une vision qui était presque juste sur... alors pourtant c'était censé être de la science-fiction, mais quand on parle de voyage interstellaire à la vitesse de la lumière, il y était presque en fait dans ce fait de pas forcément vieillir, mais ensuite quand on revient là, les choses ont vieilli, et c'est un très 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 grand livre avec ses personnages, qui est plutôt court en plus, et pourtant qui aborde des thèmes écologiques, des termes par rapport à l'évolution qui sont très très importants encore de nos jours, et je pense notamment aux films. J'ai pas vu ceux des années 60 ni ceux de Tim Burton, mais j'ai vu ceux de le remake de 2011. Je sais pas si Besson en a fait un, mais je sais pas si c'est 2011. Non, je parle de ceux avec César. Ah oui. Donc 2011, enfin La planète des singes, la trilogie, il y en a même 4 je crois. Mais ils sont très vrais dans cette approche pour les animaux, enfin arrêter de faire des tests sur eux, des choses comme ça qui sont des choses qu'il faudrait arrêter de faire. Et le message aussi écologique qui est passé avec... Mais c'est écrit par Pierre Boulle. Pierre Boulle, c'est un écrivain français en plus. Oui, exactement. Donc là, j'ai sous les yeux, c'est sorti en 63, donc début des années 60. Et les films sortent fin des années 60, donc... Oui, c'est assez proche. Ça adapte, je crois que ça adapte le livre. Le premier en tout cas. Et ensuite, c'est une réécriture, en tout cas, une continuité de... Et Pierre Boulle a écrit aussi le Pont de la rivière Kwai, qui a été adapté en film, et c'est un classique en fait c'est pendant la guerre contre la Seconde Guerre mondiale, c'est entre la Chine et le Japon. C'est très 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 bien. Un grand écrivain français de plus. Voilà. Moi je vais vous recommander la quadrilogie des films Toxic Avenger. C'est des films d'horreur, on peut pas vraiment dire ça, mais c'est des séries B des années 80. Et c'est vraiment super bien. Ça parle aussi de l'écologie. Parce qu'en fait, c'est un type qui tombe dans une cuve de déchets. Un truc tout vert fluo qui dégouline. Un peu radioactif quoi. Ouais, un truc comme ça, on sait pas trop. Et il devient en fait un espèce d'humain déchet comme ça. Et il va sauver la ville. Bon, c'est plutôt drôle à regarder. Et voilà, avec un autre œil. Tu veux peut-être recommander un deuxième film? J'en sors le Letterboxd. Qu'est-ce que j'ai pu voir on en a recommandé pas mal. Est-ce que j'ai pu voir quelque chose récemment? J'avais vu Mississippi Burning, mais on en a déjà parlé. J'ai vu un film, je sais pas si t'as vu Climax de Gaspard Noé. Non, j'ai vu Vortex.
Mais Climax, en fait, c'est un film que j'ai trouvé fabuleux, mais que je recommande pas à tout le monde non plus, parce que c'est vraiment un film qui est très très court. Il fait 1 heure, je crois, je vérifie, ouais, 1h30. Et en fait, tu en ressors épuisé parce qu'il y a tant de violence dedans. Parce que voilà, c'est une soirée en fait d'un groupe de danseurs qui va tourner au chaos littéralement. Et en fait, tu plonges de plus en plus dans la folie avec les personnages. En plus, le film est un plan séquence. Oui, donc la caméra tourne tout le temps. Tout le temps, ça s'arrête jamais. Tu tombes de plus en plus, la performance des acteurs est incroyable. Tout ce qui se passe à la minute, les lumières, bon, ça c'est très connu chez Gaspar Noé, je pense à Enter the Void notamment, ce jeu de lumière presque psychédélique parfois. Et ça s'arrête jamais. En fait, t'en sors à la fois épuisé, dégoûté parce que c'est vraiment une extrême violence, que ce soit sexuelle, physique et tout. Mais c'est limite, t'en veux plus. C'était un ami Kiran qui a faisait une review comme ça aussi sur les Letterboxd. On me dit en fait t'es dégoûté, mais c'est un tel dégoût que t'en voudrais encore parce que c'est tellement génial. Et en autre go, sinon j'ai vu All About My Mother de Almodovar, tout sur ma mère, qui est aussi un très beau film que j'ai beaucoup aimé par les thèmes qu'il aborde, la mort, la mort d'un enfant en tant que mère, et aussi ce milieu à Barcelone entre la prostitution, la transidentité, qui est très très jolie. Ouais, je pense que là vous avez pas mal de, pas mal de trucs à regarder, vous pouvez faire le tri. Bon, en tout cas, on vous recommande Birdie, ça c'est sûr. Ça, Birdie, sans hésiter. Ouais, allez-y, les yeux fermés. Ouais. Et tu veux peut-être avoir le mot de la fin? Non, c'est ton podcast, je te laisse. On se retrouve prochainement, ce sera sûrement sur le Fils de Saul, avec Nelson. Pendant ce temps, portez-vous bien et à la prochaine fois. Bah merde, Birdie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vole.